Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Thaïs. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est à Rennes dans ton appartement. Donc si je t'explique un peu comment ça va se passer, on va remonter au tout début, savoir Thaïs où est-ce qu'elle est née, quel type d'enfant elle était, quelles études elle a faites, quel job elle a fait pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors aujourd'hui, je suis comptable dans une entreprise... il y a une entreprise qui vend du matériel de airsoft en ligne et une société de logistique et du coup la holding aussi. Et comptable, pourtant, c'est pas le titre que tu as sur ton profil LinkedIn, il me semble. Alors, j'aime bien dire que je suis comptable. En fait, il y a 2 raisons. Parce qu'en fait, mon compagnon est dans un univers d'ingénieur et du coup, quand je dis direction financière, ils savent pas du tout ce que ça veut dire. Donc, comptable, ça parle un peu à tout le monde. Et en plus, j'aime bien voir le regard un peu désespéré des personnes quand je leur dis que je suis comptable. Ils font « Ah, la pauvre, c'est vraiment triste ». Et je trouve qu'il y a aussi une dévalorisation du mot comptable et du coup je trouve ça plus sympa parce qu'en fait si on est dans la direction financière à un moment on a forcément fait de la compta, donc voilà. Donc c'est marrant parce que pourtant on a plus l'habitude je pense de valoriser, de dire justement je suis DAF, parce que c'est plus valorisé aussi socialement je pense, même dans l'esprit des gens que de dire comptable, donc c'est assez... c'est un peu la même logique que les hôtesses d'accueil pour caissière, caissière c'est bien aussi quoi. Pourquoi on dit hôtesse d'accueil, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Et du coup est-ce que t'es née à Rennes? Je suis née à Rennes, j'ai grandi à Rennes, j'ai fait mes études à Rennes et je suis partie juste en école de commerce à Reims. Et mes parents, dans les trucs intéressants quand même, c'est que mes parents gèrent un hôtel-restaurant à Rennes et du coup j'ai grandi dans l'entreprise. Donc notre maison était imbriquée dans l'entreprise. On n'avait pas de porte d'entrée, il fallait rentrer par le restaurant pour aller chez nous. Et quel type d'enfant t'étais? Est-ce que t'étais sage? Est-ce que t'étais turbulente? Peut-être tu courais dans le restaurant? Est-ce que tu les aidais peut-être? Je sais pas trop comment je pourrais me définir en tant qu'enfant. Je pense que j'étais curieuse. Et oui, j'étais hyper contente d'aller aider un peu tout le monde dans leur métier, quoi. Est-ce que tu avais des idées de métier que tu voulais faire, peut-être entrepreneur ou peut-être restaurateur, vu que tu avais ce modèle-là chez tes parents ou pas du tout? On m'a beaucoup répété de jamais faire ce métier, donc j'ai essayé de suivre le conseil. Et dans les idées que j'avais, il y avait médecin légiste, je m'étais pas mal axée là-dessus. Je crois que c'était pas mal parce qu'il y avait le côté hyper... riche au niveau de la connaissance comme un médecin, mais sauf que la personne est morte, donc il y a pas trop de risque de la tuer. C'était un peu ma réflexion. C'était un peu le côté enquête. Ouais. Donc peut-être que ça venait aussi des séries, des films. Ah oui, je pensais enquête comme la compta, parce que dans la compta il y a quand même pas mal d'enquêtes. Et un autre métier que je pensais faire, je l'ai plus. Dans l'armée, non? Ouais, non, ça j'y ai pensé après. C'est déjà bien médecin légiste. Et au niveau des notes, où est-ce que tu te situais? Parce que je pense que pour être médecin légiste, il faut être parmi les meilleurs, non? Alors, il y avait aussi ça dans médecin légiste, c'est que je voulais pas faire 10 ans d'études pour enfin exercer un métier, c'était pas trop mon truc. Et après, en termes de notes, j'ai été plutôt bonne, j'ai sauté une classe au CP, la moitié du CP. Et après, collège, j'étais plutôt bonne, et au lycée, j'avais plutôt 10, 11 de moyenne. Et entre la première et la terminale, je suis partie 6 mois aux États-Unis, au Texas, à Paris, Texas, charmant bled.
Et en fait, ça m'a un peu redonné le goût de... En fait, on a quand même beaucoup de chance d'être en France. Par exemple, en maths, j'étais... en fait, avec le prof de maths, on se faisait des défis de maths à traiter le week-end et on en reparlait le lundi parce qu'en fait, on avait quasiment le même niveau, quoi. Donc bon, c'était sympa, mais j'étais quand même hyper contente de revenir en France. Le niveau aux États-Unis, enfin, en tout cas, là où t'étais, était inférieur, entre guillemets, à celui de France? Alors c'est différent parce qu'on parle par niveau. Enfin, en fait, pour chaque matière, à l'époque en tout cas, tu pouvais choisir niveau 1, 2, 3, 4 de la matière. Et après, par un système de points, il fallait avoir un certain nombre de points pour valider le niveau de... tu passes à la classe supérieure. Donc quand même, quand tu prenais le dernier niveau de maths, c'était pas mal. Et du coup, quand je suis arrivée en France, j'étais quand même assez à l'aise. Mais le prof en tant que tel avait pas un niveau de dingue, quoi. Donc sur les maths, ça allait. Enfin, j'ai trouvé que ça allait. En revanche, l'histoire, par exemple, c'était le coach de basket du lycée qui était bon. Et en fait, il fallait bien lui donner un job en plus que coach parce qu'il fallait bien qu'il vive. Et du coup, on lui avait donné le rôle de prof d'histoire. Mais en fait, prof d'histoire, c'est-à-dire il y a un bouquin qui fait 20 cm d'épaisseur dans lequel il y a tous les cours. Et donc en fait, le prof lit le livre ou partage la lecture avec un élève. Et le contrôle, c'est il y a un petit QCM à remplir pour chaque chapitre et tu remplis le QCM alors que tu as le livre à côté de toi. Donc bon, c'est pas non plus très avancé comme apprentissage, quoi. C'était l'histoire des États-Unis ou c'était l'histoire de France? C'était l'histoire des États-Unis et chaque État édite son propre livre. Donc là, c'était l'histoire des États-Unis version Texas. C'était intéressant. Ah oui, donc tu peux avoir plusieurs versions entre guillemets. Ouais, ils ont pas du tout la même éducation entre différents États. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Voilà, le cours d'anglais par exemple, c'était on avait lu le Great Gatsby et on lisait le livre pendant le cours, quoi. Enfin, c'était pas lisez le livre chez vous et puis on en reparle, c'était on va le lire tous ensemble, quoi. Et donc c'est pas du tout. Il y avait des gens qui dormaient, enfin c'est voilà. Pas du tout le même système qu'en France. Ouais. Mais quand t'es revenu, donc je suppose que t'étais quasiment bilingue. Enfin, tu parlais bien anglais. Ouais, enfin bien anglais texan, donc c'était pas forcément très académique pour l'anglais qu'on apprend au lycée et surtout en prépa. Mais en revanche, ça c'est chouette parce que je suis hyper à l'aise en anglais. Partir à l'étranger, ça me fait pas peur, donc ça c'est cool. Et quelle spécialité t'avais choisi au lycée? S. C'était par choix ou par c'était par. Je pense que j'avais peut-être un peu envie de faire ES, mais ma sœur juste avant moi avait eu la même ambition, mais je crois qu'on l'a forcée à faire S aussi. Et c'est triste, mais je pense que ça reste quand même un bon choix. Enfin, au final, j'étais très contente de faire beaucoup de maths, donc. Voilà, j'aimais bien l'ouverture théorique de ES, mais en fait j'ai adoré les maths en S. Donc, Mais en plus, si tu voulais faire médecin légiste, je pense que c'était mieux de faire S. Mais après médecin légiste, c'était une envie que j'avais au collège, quoi. Au lycée, est-ce que j'avais vraiment un métier en tête? Non. Et même aujourd'hui, j'ai toujours pas de métier en tête, donc voilà. Ouais, donc au final, c'était pas plus mal pour s'ouvrir le maximum de portes. Ouais. Bah oui, vu le système français, c'était mieux de faire S. C'était pas bête, effectivement. Donc t'obtiens ton bac du premier coup, je sais pas si t'as une mention. Ouais, mention bien. J'ai eu 7 en philo, donc j'ai pas eu très bien. Voilà. Drame de ma vie. Mais quand même, tu t'es bien rattrapé parce que tu disais que c'était 10-11. Oui. En fait, c'est quand t'es revenu des États-Unis. Ouais, j'avais 10-11. En fait, j'ai fait un début de terminale. Ah oui, parce qu'à la base, je devais partir avec un organisme qui m'aurait fait partie dès début septembre. Mais en fait, ils m'ont dit, mais non, mais en fait, vous êtes dans la limite basse parce que j'avais pas 15 ans, je crois, un truc comme ça. Parce que je suis de fin d'année, j'ai un an d'avance, donc j'étais jeune. Du coup, ils m'ont dit, en fait, on va plutôt privilégier quelqu'un qui est à la limite haute, donc vous allez pas partir avec nous, en fait. Donc ça, ils m'ont annoncé au mois d'août, pour un départ en septembre, sympa. Mais moi, du coup, dans ma tête, j'étais déjà partie, quoi. Donc, en fait, j'ai fait un peu ma tête de mule et j'ai dit à mes parents, enfin, surtout à ma mère, en fait, on se débrouille. Globalement, tu te débrouilles parce qu'à 15 ans, je pouvais pas faire grand chose, mais trouve-moi un organisme, je pars, quoi. Et donc, je l'ai un peu harcelé pour ça. Et au final, ça bougeait pas beaucoup. Mais il y a eu, en fait, quand on passe le bac, il y a un moment à l'automne où on te demande de t'inscrire au bac. Et si tu t'inscris pas, c'est mort, t'auras pas le bac. Enfin, tu pourras pas te présenter 6 mois après aux épreuves. Donc moi, je m'inscris pas au bac. Je me fais convoquer par le directeur des études qui me dit mais là, du coup, t'as pas signé le papier, donc tu seras pas inscrite au bac. Et j'ai fait oui, non, mais pas de problème. Et à partir du moment où la deadline est passée, je suis allée voir mes parents en disant en fait, je me suis pas inscrite au bac, donc vraiment, faut qu'on trouve un organisme pour que je parte, parce qu'autrement, je vais passer 1 an à rien faire. Voilà, donc du coup, ils ont trouvé un organisme. C'est pour ça que je me suis retrouvée à Paris, Texas, et pas dans non plus une ville incroyable, mais ça change rien. C'était quand même hyper intéressant sociologiquement. Et voilà, donc j'avais quand même fait un début de terminale. Je suis partie et donc je suis revenue. J'ai refait une terminale et donc là j'avais 15-16 de moyenne. Oui, du coup tu as, entre guillemets, rattrapé. Enfin, l'année que t'avais d'avance, au final, oui. T'es revenue avec. Ouais, là je suis dans mon année normale. Ouais. Et comment tu as fait tes choix post
bac si t'avais pas forcément d'idée de ce que tu voulais faire? Alors, ma stratégie, c'était ingénieur, il y aura toujours du travail et t'aimes bien les maths, donc fais maths sup. Puis j'avais des bonnes notes, donc voilà. Donc je me suis inscrite sur admission post-bac, j'ai été prise à Châteaubriand. Donc je suis rentrée à Châteaubriand et j'ai survécu 3 semaines. C'était en prépa, ça? Ouais, c'était en prépa maths sup à Châteaubriand. En fait, socialement, c'était compliqué pour moi. Alors si, non, il y a quand même aussi... Donc, les maths, pareil, j'adorais toujours. Cours de chimie, le prof parle, il fait un cours. Et là, je demande à mes camarades, je fais, mais là, il y avait un truc à lire pendant l'été, parce que là, je comprends rien, quoi. En fait, la chimie, ça a toujours été un peu le truc que je faisais par automatisme, mais j'avais jamais trop compris le concept. Et donc, effectivement, il m'a dit, non, moi, j'ai tout compris. Je fais, ok, bon, chelou. Et ensuite, il y avait un mec qui était champion de France de Rubik's Cube par les pieds. Ah ouais, ça existe, ça? Ça existe, ouais. Et donc, un jour, pendant une récré, il nous montre son savoir-faire. Et donc, moi, j'étais là, ça fait 3 jours qu'on se connaît. Enfin, c'est quand même bizarre de me montrer ça dès maintenant. Enfin, bon, déjà, rien que de montrer ses pieds, c'était un peu chaud. Déjà. Voilà. Et le lendemain, il y a plein de gens, enfin, ouais, bon. Ils ont fait la même chose? Ils se sont ramenés avec leur Rubik's Cube. Ah, parce que du coup, ils faisaient du Rubik's Cube sous leur table pendant les cours. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué, quoi. Enfin, en fait, là, si je m'engage sur 2 ans de prépa, plus après l'école, enfin, je suis peut-être tombée sur un cliché, hein, mais, enfin, voilà. En tout cas, j'étais vraiment pas bien. Du coup, pareil, papa, maman, s'il vous plaît, aidez-moi. Et du coup, j'ai réussi à intégrer la prépa de Saint-Vincent à Rennes, parce que ma famille est dans ce lycée depuis plusieurs générations. Et du coup, on a tenté le truc, quoi. On a toqué à la porte, ils nous ont dit, ok, s'il y a quelqu'un qui part pendant la Toussaint, vous pourrez intégrer la prépa après. Donc, c'est toujours en maths sup? C'était en prépa école de commerce, du coup, ouais. Rien à voir. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Parce qu'il y avait encore des maths, mais il y avait plus de chimie, je pense. Il y avait un truc comme ça, et peut-être que les gens allaient être un petit peu plus, un peu plus comme moi, quoi. Parce que je juge pas les gens qui sont en maths sup, hein. C'est juste moi, ça me correspondait pas. Et comment ça se passe ces 2 années de prépa? Est-ce que, comme on disait, pour aller toujours dans le cliché, est-ce que tu bosses H24 ou est-ce que tu le vis mieux? Enfin, est-ce que tu comprends peut-être un peu plus les matières, tout ça? Enfin, au final, l'éco, t'en avais pas fait. Donc peut-être c'était compliqué. Ouais, mais en fait, dans tous les cas, j'étais en ECS, du coup, prépa, école de commerce, mais version scientifique. Donc, on avait de l'éco, mais c'était plutôt de l'histoire de l'économie. Et c'était pas, il y avait du coup l'autre voie, je sais plus comment on dit, mais, ECE, du coup, version économique, où là, ils faisaient un peu plus d'éco, genre avec des maths économiques, quoi, des stats, des trucs comme ça. Mais nous, c'était un peu différent. Enfin, on avait de l'histoire de l'économie et de l'histoire géographie, géopolitique. Mais ouais, en termes d'éco tout court, en fait, on peut dire que j'en ai jamais fait, quoi. Et les maths, pareil, elles étaient pas version éco, quoi. Il y avait un peu de stats, mais pas tant que ça. Ceux qui étaient en ECE, ils avaient beaucoup plus de maths, stats et proba, trucs comme ça. Et ça te plaît? Et ça me plaisait, ouais, c'était trop bien. Je pense que c'est hyper stimulant comme environnement, c'est chouette, on apprend plein de trucs. J'étais pas forcément une très grande bosseuse, mais j'étais contente d'être dans cet univers, ouais. Et t'as réussi quand même à avoir des notes correctes, enfin avoir tes concours, parce que en général on dit qu'il faut énormément bosser en prépa, mais ouais. J'ai eu Reims, qui est une bonne école, mais c'était pas non plus une parisienne, mais moi j'étais contente par rapport au travail produit, j'étais contente d'arriver à Reims. Il y a des gens qui en fait, surtout à Reims particulièrement, c'est une école où les personnes qui sont parisiennes et qui ont fait leur prépa à Paris et qui ont pas trop envie de quitter Paris, s'ils ont raté leur concours et qu'ils n'ont pas eu de parisienne, ils se retrouvent à Reims. Donc en fait, quand t'arrives à Reims, t'as que des gens complètement déprimés d'être à Reims et qui voulaient quand même pas trop partir loin de papa maman, quoi. Donc moi, j'étais pas du tout dans ce cas-là. J'étais contente. Ouais, et j'étais contente parce qu'aussi à Reims, ils faisaient des doubles diplômes de droit notamment. Enfin, s'il y avait eu un double diplôme maths, j'ai demandé, mais il y avait pas. Il y avait droit, donc j'ai fait une licence de droit en parallèle de l'école de commerce parce que j'avais un peu peur. Il y a pas mal de gens qui arrivent en école et qui sont un peu déprimés après avoir été très stimulés en prépa. Ils arrivent en école et ils sont un peu déprimés du contenu intellectuel du truc. Ouais. Voilà. Et du coup, moi, j'avais envie d'éviter ça, donc j'ai fait une licence de droit en plus de l'école de commerce. Tu t'es pas ennuyée alors? Ouais, c'était cool. Et comment ça s'organisait les cours alors, vu que t'avais double diplôme? T'avais un agenda, t'étais dans une classe spéciale peut-être pour les personnes qui faisaient aussi ce double diplôme-là ou... En fait, à Reims, à l'époque, mais ça n'existe plus, c'était trop bien comme truc, sauf pour les langues. Le principe, c'est que c'était un menu à la carte. Donc en fait, on avait un calendrier à disposition de l'année avec des cours, et chaque cours durait 3 semaines. Et donc tu choisissais tes cours,
Et in fine, parce que tu avais fait tel cours, tu avais telle mention sur ton diplôme. Donc nous, comme on était en double diplôme droit, ce qu'on faisait, donc déjà l'université nous avait exempté de TP, je crois. Enfin bon, bref, on avait des trucs en moins on n'avait pas besoin de tout faire. Tous les partiels, oui, mais pas tous les présentiels. Et du coup, ce qui était cool, c'est que comme chaque cours durait 3 semaines, en fait, on avait juste à ne pas prendre de cours les 3 semaines avant les partiels, et on bossait pendant 3 semaines pour nos partiels, en faisant un peu le reste de l'année, mais en gros, l'idée, c'était de charbonner avant les partiels. Et le droit, est-ce que ça t'a plu? Enfin, est-ce que je sais pas, t'aurais pu te dire, oui, vas-y, je vais faire juriste ou je vais faire avocat ou... Ouais. C'est hyper pareil en termes de culture. Je trouve ça. Enfin, c'est dommage qu'on n'en fasse pas plus au lycée, par exemple. À l'éducation civique, ça pourrait être un petit peu plus poussé et avoir quand même des infos de base qu'on a en faisant du droit que j'aurais pas eu sans faire ces études. Mais après, est-ce que ça a créé une vocation chez moi? Non. Et j'ai fait une licence de droit public. Ah oui. Okay. Parce que je trouvais ça sympa d'apprendre l'histoire de l'État. Enfin, ouais, tout ça, je trouvais ça plus intéressant. Ouais. Mais non, ça, c'était pas lié à un projet professionnel, c'était vraiment pour apprendre des trucs. Culture générale, quoi. Ouais. Et est-ce que t'as fait des stages alors pendant ton école de commerce? Ouais, alors j'ai fait un premier stage je pense que c'est mon premier stage, à Ballard, au ministère de la Défense, à la direction financière. Comment t'es arrivée là? Parce que c'est assez spécifique. En vrai, je sais plus comment je suis arrivée là. Par hasard. Je pense que c'est quand même l'univers de l'armée qui pouvait me plaire à peu près. Il y avait un métier qui me disait bien, c'était commissaire aux armées. C'est un métier... Ah oui, parce que à Reims... Ah oui, effectivement. À Reims, il y avait un partenariat avec l'armée où on pouvait faire un stage à Couette de 6 mois, je crois. Enfin, il y avait un truc... Il y avait un lien avec Reims et l'armée, et du coup, je m'étais un peu dit, bah ok, mais pourquoi l'armée s'intéresse aux écoles de commerce? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir besoin de nous, quoi. Et donc, il y a le métier commissaire aux armées, qui est assez vaste en termes de métiers possibles, mais globalement, c'est les fonctions support que tu peux apprendre en école de commerce qui sont applicables à l'armée. Donc ça, je me demandais si j'avais pas envie de faire ce métier-là, et donc pour découvrir un peu l'armée de l'intérieur, parce que j'ai personne dans ma famille qui est là-dedans, je me disais qu'un stage là-bas, ça pouvait être sympa. Et qu'est-ce que t'as fait pendant ce stage, tu te souviens? La mission du stage, c'était parce qu'il y avait moins de budget globalement à cette époque dans le ministère de la Défense. Les passations entre une personne qui part et une personne qui arrive étaient de plus en plus courtes, et du coup, il leur fallait un peu plus de support de fiches de poste pour que les informations se perdent pas. Donc ça, c'était sympa parce que pendant 2 mois, en fait, je suis allée demander aux gens, tu fais quoi comme travail? Et je les ai notés sur un Word, et en plus, ils étaient hyper contents. Enfin, c'était sympa dans un stage de 2 mois jeune de découvrir autant de choses et en plus d'être utile, quoi. Ça, c'était sympa. Bon, ça serait bien de faire un truc comme ça, genre au lycée, tu vois, où tu vas demander aux gens c'est quoi leur métier pour avoir peut-être une idée un peu... Tu te fais des fiches métiers. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. Et t'avais une idée de mémoire par rapport à ce stage-là? Oui, du coup, je m'étais dit que je pourrais faire un mémoire sur la ration du militaire. Alors, je sais plus trop quel type de problématique j'aurais pu trouver dans ce thème, mais ce que j'avais trouvé rigolo, c'est qu'en fait, je crois qu'une ration française sur le marché de la ration militaire, quand ils sont en OPEX, genre avec l'OTAN par exemple, une ration française, ça vaut 5 rations américaines, parce que les Américains, ils mettent que du lyophilisé. Enfin voilà, je trouvais ça rigolo d'essayer de voir, ok, pourquoi nous on fait des trucs avec des boîtes de thon avec du vrai thon, et pourquoi eux ils mettent des trucs légers, complètement déshydratés. La cuisine à la française, la culture. Bah ouais, rayonnement français. Et est-ce que t'as fait d'autres stages? J'ai fait un stage, j'ai fait un stage aux Échos de 2 mois. Donc le journal? Ouais. Ah oui. J'avais oublié. Le journal Les Échos, pareil, comment je l'ai trouvé, je sais pas. Si, c'était à l'époque où j'avais envoyé plein de trucs partout, genre 60, 80 demandes, et j'avais quasiment pas de réponse, même négative. Et in fine, eux, ils m'ont dit oui. Et c'était le service au numéro, la vente au numéro, voilà. Ça, c'était très marrant. Ils étaient 4. Et dans les tâches de ce service, je me souviens notamment de quelqu'un qui utilisait un logiciel où en fait, c'est lui qui décidait, ok, à la Baule, au tabac presse de la Baule, tel jour, il y aura tant d'échos qui vont arriver. Et en fait, ça, c'était marrant parce que selon la météo et selon les vacances et selon machin, enfin, il avait tout dans sa tête et c'est lui qui implémentait par endroit. Enfin voilà, ça, c'était un peu la gestion des stocks, de se dire en fonction de toutes les caractéristiques environnement et tout, en fonction du nombre de ventes moyens. Alors, je pense que tel jour. Ouais, on va en vendre 10 ou 0 quoi. Ah ouais, c'est marrant. Ça, c'était marrant. Ouais. Et est-ce que, alors après ton stage à l'armée, après ton stage aux Échos, est-ce que tu avais plus d'idées de ce que tu voulais faire ou...
Pas trop, non. Non, pas vraiment. Enfin, si, quand même. En école, je m'étais dit, tiens, acheteur, c'est peut-être pas mal comme métier. C'est quoi acheteur ? Donc, acheteur, ça peut prendre différents types de sens, mais moi, ce que j'imaginais à ce moment-là, c'était quelqu'un qui a une connaissance des enjeux de l'entreprise en se disant, ok, c'est quoi l'image qu'on veut porter de l'entreprise, et en même temps qui a besoin de savoir, ok, la personne, enfin, en fait, dans l'exemple, c'était, par exemple, acheter le cuir pour Hermès. Donc, c'était un peu le rêve. Donc là, c'est quel type de cuir on achète, quelles sont les conditions que Hermès nous impose sur la RSE, par exemple, des trucs comme ça. Et en même temps, aussi le budget, le budget et tout comme ça, donc tout ce qui est en amont. Et ensuite, la personne qui va fabriquer le sac, qu'est-ce qu'il lui faut en fait ? Est-ce qu'il lui faut un cuir fin, un cuir épais, un cuir machin ? Et donc ça, je trouvais ça sympa d'être au milieu de ces deux types d'informations pour répondre aux besoins de tout le monde, quoi. Avoir un peu un cahier des charges, alors selon la boîte, il faut que ça respecte telle condition, selon du coup mon client en interne entre guillemets, il a besoin de tel truc, et mettre tout ça et essayer de trouver quelque chose qui fit. Donc c'était plutôt dans le luxe au final. C'était plutôt, en fait, l'idée c'était dans le produit de qualité, et du coup en France ça peut être le luxe. Et Reims est une école qui est très axée sur le luxe, puisqu'elle a été créée pour le champagne. Et du coup, il y avait un parcours luxe à Reims, donc c'est pour ça que j'ai fait le parcours luxe à Reims. Et c'était quoi qui était différent quand tu faisais le parcours luxe ? Du coup, il y avait des cours de 3 semaines, là, qui étaient axés sur le luxe. Peut-être l'histoire du luxe, l'histoire du champagne. Et voilà. Et moi, j'étais présidente de l'association Access, qui est l'association qui organise des dégustations de vin, de champagne. Il y avait un pôle luxe aussi, où là, c'était un peu plus les membres en fait du pôle venaient apporter le truc que eux ils adoraient. Donc ça pouvait être quelqu'un qui adorait le parfum. Et du coup, il y avait une visite de parfum à Paris. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre ? Un pôle qui faisait la nourriture. Moi, c'était ça le pôle qui m'intéressait évidemment. C'est par là que je suis rentrée. Et le pôle rallye champagne, où là c'était un rallye organisé à travers les maisons de champagne en voiture. Donc là, une notion d'éthylotest quand même assez. J'étais pas très sereine ce week-end-là, en espérant qu'il n'y ait pas de mort. Il y en a pas eu. Donc, voilà. Et tu obtiens ton diplôme. Oui, j'obtiens mon diplôme. Du premier coup. Et est-ce que tu t'orientes vers le luxe justement ou pas du tout ? Pas du tout, parce que en école de commerce, donc je suis partie en échange universitaire à Moscou. C'était une année de césure ou non ? C'était Du coup, Reims, c'est une organisation un petit peu bizarre à l'époque, donc c'était juste, tu pouvais partir 6 mois, donc je suis partie 6 mois en université. Ouais, c'était un échange universitaire. Et j'ai adoré la Russie comme prévu. Et du coup, j'avais envie de... Ah oui. Donc, après la Russie, je suis revenue à Rennes pour faire un stage en fait pour mes parents. Et j'avais quand même très envie de repartir en Russie. Et du coup, je me suis dit, ok, pour mon stage de fin d'études, il me faudrait un stage avec une bonne marque sur mon CV, si possible en Russie, et si possible dans le thème de la gestion d'entreprise, administration, finance au sens large, fonction support. Et t'as réussi à trouver un stage Ah oui, pardon. Et du coup, en Russie, j'avais rencontré une associée de Mazar. Et du coup, c'était parfait, parce que Mazar, parfait. Mazar, pour la marque, c'était parfait. Après, en termes d'assistance à la gestion des entreprises, Mazar en audit ou en expertise, c'est parfait. Et en plus, elle était en Russie, donc parfait. Et donc, elle m'a dit, en fait, moi, je viens de revenir à Paris, donc si tu veux, tu peux venir faire ton stage de fin d'études à Paris en expertise comptable. Donc, j'ai dit oui. Et finalement, c'est ce que t'as... Ouais, t'avais pas une telle envie de j'avais 2 critères. Alors oui, en fait, elle m'a aussi dit je te conseille pas d'aller en Russie 6 mois toute seule, jeune fille célibataire qui parle pas très bien russe en stage. Non. Viens plutôt à Paris. Donc je dis bon, OK, j'avais quand même 2 de mes critères sur 3 qui étaient remplis, donc je suis venue. Et donc c'était un stage en expertise comptable, ça ? Ouais. Et là, tu te découvres, parce que t'en avais pas forcément fait J'avais jamais fait de compta. J'avais fait un cours de compta DSCG, plutôt justement dans le cadre des acheteurs, comme un acheteur doit quand même un peu avoir une connaissance des chiffres. Je m'étais dit que j'allais faire un cours, mais c'est tout, quoi. Mais t'avais jamais passé d'écriture comptable ou non. Quoi que ce soit. Ouais. Et donc, c'était quoi tes missions et est-ce que t'as réussi quand même à t'adapter ou ça devait être compliqué, non ? En fait, la compta basique d'enregistrer une facture d'achat, c'est pas très compliqué, avec la logique très classique d'audit et d'expertise sur le fait comme le N-1, donc fait la même chose que l'année dernière, ou que ce qui a déjà été fait. Globalement, c'est quand même ça la réflexion de base de la compta. Donc, bon. Quand il y a un N-1, du coup. Quand il y a un N-1, oui. Vaste sujet, quand il y a un N-1. Donc voilà, donc ça j'ai appris, donc j'ai saisi beaucoup de factures d'achat.
factures de vente, c'était plutôt de l'import, donc je les ai pas saisies. Mais c'est vrai que faire de la saisie avec ton PDF et ton écriture comptable, c'est quand même bien pour que ça rentre bien dans le crâne et avoir quelques automatismes. Ah oui, et dans les missions rigolotes que j'ai eues à ce moment-là, parce que du coup j'étais stagiaire, donc j'avais pas de dossier attitré, donc en gros des trucs un peu bizarres qui étaient lourds à faire. Bon, donc il y avait notamment un truc rigolo, c'était une banque qui avait changé son outil de gestion, mais ça avait buggé au moment du transfert d'outil de gestion. Et du coup, notamment, qui détenait les parts de la banque, ça avait sauté. C'était une banque un peu coopérative où chaque personne qui a un compte prend des parts. Donc en fait, quand tu perds la liste des personnes qui ont les parts, c'est pas très rigolo. Gênant. Voilà. Et donc, ils avaient quand même réussi à trouver 2-3 bases où il y avait des infos, mais chaque base n'était pas bonne pour différentes raisons. Donc, pendant mon stage, j'ai dû essayer de concaténer les informations en prenant le nom de jeune fille ou le nom marital de la personne, par exemple. Enfin, c'était un peu l'enfer. Ça, c'était rigolo. Donc, j'ai fait ça pendant mon stage. J'ai reconstitué de qui avait des parts dans la banque. Est-ce que ça te plaît quand même cet environnement, ou est-ce que tu te dis non, la compta c'est pas fait pour moi ou... Ouais, si, ça me plaît beaucoup. J'aime bien être à Paris, j'aime bien aller à la Défense, le transport ça me va bien, je peux écouter des trucs dans les transports. Le fait d'être avec une équipe de personnes de mon âge où on s'entraide, parce que ça pour le coup, si j'étais dans un environnement où il n'y a pas d'entraide, ne connaissant pas la compta, ça aurait été compliqué. Ouais, si, j'aime bien. Je me dis juste que en fait le service dans lequel j'étais, c'était de la comptabilité pour des boîtes internationales implantées en France. Donc il n'y avait pas vraiment de rapport au client et répondre aux besoins du client. Et juste à côté, dans le même plateau, il y avait un cabinet qui avait été racheté par Mazars, qui eux bossaient pour des petites entreprises, entre autres. Et donc là, ça me plaisait un peu plus, potentiellement en tout cas, et je voulais voir comment ils fonctionnaient. Donc du coup, je suis rentrée en CDI chez Mazars, mais dans ce service-là. Et là, c'était un peu différent. Du coup, forcément, tu avais peut-être un portefeuille client et peut-être que tu allais jusqu'au bilan. Ouais. Et pareil, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu ou pas? Est-ce que tu as des anecdotes? Pour le coup, arriver du service international qui était très formalisé, avec une logique audit, et d'arriver dans le cabinet qui avait été racheté par Mazars, mais du coup, dont pas mal de process n'avaient pas vraiment été mis à jour. Ça, c'était un peu un choc parce que j'étais un peu dans le paradis du process 6 mois avant, quoi. Je pensais que c'était la norme. Oui, ouais, mais ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je suis toujours très naïve sur qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie en dehors de chez Mazars. Voilà, mais c'était très chouette et d'avoir des contacts directs avec les clients aussi, c'était sympa. Et tu fais que de l'expertise? Enfin, en tout cas, à ce moment-là, quand tu rentres... Oui. J'ai fait de l'audit, histoire d'aller voir de l'audit en stage. Mais non, j'étais sûre d'expertise comptable, ouais. Et tu fais de l'expertise pendant combien de temps, tu te souviens? Je sais pas trop, je pense que c'est une petite année. C'est une petite année et après je leur demande si c'est possible d'être mutée à Rennes parce que je me marie et du coup mon mari était en Finistère et du coup le bureau le plus à l'ouest c'était Rennes. Donc je me retrouve à Rennes mais c'était pas pour revenir dans ma ville natale, c'était vraiment une question géographique. Et voilà, donc j'arrive à Rennes mais il y a pas d'expertise comptable, il y a que de l'audit donc j'arrive en audit. Ça me va très bien. Donc là tu découvres encore, enfin même si tu avais fait un stage, c'est quand même différent de l'expertise. Est-ce que ça te plaît? Peut-être plus du travail en équipe, des déplacements? Alors plus de travail en équipe, oui, c'est-à-dire que sur un dossier, il va y avoir plusieurs personnes à être sur le même dossier. Mais en revanche, en expertise comptable, on était dans un bureau où on était plusieurs à faire la même chose. Donc en fait, dans tous les cas, quand tu avais une question, il y avait quelqu'un qui pouvait te répondre et qui était intéressé à ton sujet, même si c'était pas la même entreprise. Donc ça changeait pas grand-chose. Effectivement, les déplacements et le fait, pour le coup, de pas être en groupe de jeunes, enfin le truc quand t'arrives chez Mazars, en tout cas en expertise, où t'es vraiment par promo, et ça me manquait un peu parce que j'ai pas ressenti ça les 6 premiers mois chez Mazars à Rennes en audit. Voilà, mais après la finalité du métier me plaisait aussi, quoi. Effectivement, on n'était pas forcément dans le conseil au client et dans répondre à son besoin, mais il y a quand même un besoin d'avoir des commissaires aux comptes en France, donc ça me plaisait bien quand même. Et c'était quel secteur d'activité que tu avais en audit? Je crois que j'avais un peu de tout. J'avais la caisse d'épargne. L'intérim était particulièrement intéressant. Le final, c'était vraiment très automatique. Ça avait du sens au niveau national, mais l'intérim, c'est on se pose une question tous les ans sur un process dans l'entreprise qui nous semble clé. Donc c'est le contrôle interne en fait. Ouais. Ça, ouais. C'est des tests sur le contrôle interne. Voilà. Donc ça, c'était sympa.
Nous, c'était sur la tarification bancaire, vérifier que les tarifs qui sont annoncés, déjà, comment les tarifs sont décidés, comment ils sont annoncés et communiqués aux clients, et est-ce qu'ils sont bien appliqués tels qu'ils devraient être. Donc ça, c'était quand même intéressant, du coup. Parce que ça faisait un peu plus mission d'utilité publique, enfin, par rapport, tu vois, aux clients, entre guillemets, qui sont les particuliers, oui. les Français en général. Et puis j'aimais bien aussi ce process d'aller, un peu ce truc d'aller rencontrer des gens et leur demander, mais alors du coup, tu fais quoi dans ta journée? Enfin, ça, je trouvais ça sympa. Et après... Le côté enquête encore. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'ai eu aussi l'université Rennes 1 en audit. Donc ça, c'était sympa aussi comme environnement à voir. En fait, c'est ça qui est sympa en audit, c'est de voir différents types d'environnements. Et plutôt des grosses boîtes, donc... Et plutôt des grosses boîtes, mais on avait aussi les restos du cœur, donc là, en termes de grosses boîtes, bof. Mais ouais, donc ça, c'était sympa, quand même beaucoup de diversité. C'était intéressant. Et tu restes à Rennes Et du coup, je reste à Rennes, mais du coup, mes parents, donc ayant cet hôtel-restaurant à Rennes, j'avais l'envie d'aller les aider un peu sur le niveau compta-gestion. Mais évidemment, ça prenait pas toute une semaine, donc j'ai demandé est-ce que c'était possible d'avoir un temps partiel de 2 jours par semaine. En audit, évidemment non. C'est pas très pratique pour les déplacements de dire ah oui, mais en fait elle est pas là pendant 2 jours cette semaine. Du coup, j'ai réussi à revenir en expertise comptable dans le service petit cabinet de Mazars à la Défense. T'es retournée à Paris? Mais en télétravail. Ah, et c'était avant le Covid? C'était après le Covid, mais quand même, pour les RH, d'accepter que je sois à temps partiel et en télétravail, ça faisait quand même beaucoup. Mais j'ai réussi. Et tu restes longtemps avec ce système-là, ou est-ce que ça te convenait? Parce que du coup, tu voyais peut-être pas souvent trop tes collègues, et de ce que je comprends, tu aimais bien... avoir un peu de contact social avec mes collègues, Et donc, effectivement, mon quotidien à ce moment-là, c'est 3 jours par semaine de télétravail pour Mazars Paris, en étant chez moi, et 2 jours de travail dans l'hôtel de mes parents avec comme collègues mes parents, enfin surtout ma mère. Donc pas hyper fun, et il s'avère que mon couple allait pas hyper bien à ce moment-là, donc je me dis peut-être que si j'avais un travail en présentiel un peu plus fun à la place de Mazars, ce serait pas mal quoi. Donc je cherche un autre travail, et là je rencontre mon boss actuel et je me dis oui, banco, trop bien, bonne idée. Sauf qu'entre-temps, mon mari me quitte, et du coup, je me dis, ok, je faisais ça pour ça, mais du coup, ça sert à rien. Mais en fait, quand même, belle rencontre, donc je me dis, si... Donc, je lui dis, je peux pas... Je lui explique que je peux pas forcément changer de travail dès maintenant, parce que coup dur personnel, donc compliqué de changer de travail en plus. Donc, je lui propose d'attendre la fin de la saison fiscale chez Mazars, pour que j'arrive chez lui au mois de juin. Et c'était quoi l'offre à laquelle tu avais postulé? Ah oui, c'était une offre de RAF à temps partiel, donc c'était parfait en fait. Il cherchait 2 à 3 jours par semaine, un RAF, c'était exactement ce que je cherchais. Après, dans le cadre de mon divorce, je me dis c'est quand même peut-être pas mal d'aller vivre ailleurs qu'à Rennes. Ça, c'était entre le moment où je lui ai proposé d'attendre 6 mois pour que je commence à travailler pour lui. Et en fait, du coup, je lui demande est-ce que c'est possible en fait qu'on travaille quand même ensemble, mais que je n'habite pas à Rennes. Et théoriquement, il était pas tout à fait pour le télétravail, voire même plutôt contre. Et il me dit mais non, mais on va peut-être trouver une solution. Peut-être que tu peux travailler genre en télétravail où tu veux, et puis tu reviens 1 semaine tous les 2 mois à Rennes pour qu'on travaille ensemble. Et à ce moment-là, tu avais un projet de vivre où, du coup, de vivre à Paris? Donc mon projet théorique qui a l'air très sympa comme ça là, c'était de faire un tour d'Europe, d'habiter dans des espaces de co-living dans des capitales européennes, et de revenir du coup 1 semaine tous les 2 mois, et de changer de destination à chaque fois, en évitant de prendre l'avion si possible. C'était la théorie. Ça, c'était la théorie. Et ensuite, j'ai rencontré mon compagnon actuel, et du coup, je suis en fait à Rennes. Donc voilà, mon boss actuel a tout gagné. Et ça t'a pas fait peur de prendre un poste de RAF quand tu sors de cabinet, et entre guillemets, t'étais quand même assez jeune, t'avais pas forcément de diplôme en compta, tu vois, tu t'es pas dit c'est un poste à responsabilité, je peux pas le faire. Du coup, je m'étais un petit peu quand même entraînée dans l'hôtel-restaurant de mes parents, à comprendre ce que c'est que d'être un peu tout seul à gérer ce sujet-là. Gérer un peu l'administratif, au sens large. Ouais. Après, là, c'était pas la même ampleur, forcément. La boîte est plus grosse. Parce qu'il y a combien de salariés Donc, il y a 2 entreprises où il y a une dizaine de salariés dans chacune.
il y a un peu plus de flux, mais en fait, in fine, ça change pas grand-chose. Alors, en revanche, oui, sur la responsabilité de me dire, j'ai pas le deck, je sors de cabinet et potentiellement, je suis responsable de la comptabilité de A à Z. Ça, j'étais pas très motivée. Du coup, j'ai passé le mois de juin à me dire, donc je suis arrivée début juin. Et en fait, l'enjeu du mois de juin, c'était, ok, c'est quoi notre organisation ? Genre, est-ce qu'on a un expert comptable ? Est-ce qu'on a un commissaire aux comptes ? Bon, le commissaire aux comptes, il est imposé, quoi, mais quel commissaire aux comptes on prend ? Parce qu'il y a commissaire aux comptes et commissaire aux comptes. Et donc, la réflexion finale, c'était de se dire, donc, on a fait des devis auprès d'experts comptables où on trouvait que ça avait une valeur ajoutée, mais qui pouvait être quand même un peu en doublon avec la mienne. Et voilà, donc on s'est dit, si on prend un bon commissaire aux comptes qui audite vraiment les comptes et qui fait pas juste un truc à distance en appelant juste 15 minutes une fois par an, ça pourra peut-être être un bon combo de compétences. Et vous avez un commissaire aux comptes ? Parce que si tu me dis que vous avez 2 boîtes avec 10 salariés, en théorie, il n'y a pas forcément de en fait, la boîte qui vend du matériel d'airsoft, elle est soumise au commissaire aux comptes. Ok. Toute seule. Et parce qu'elle dépasse les seuils de chiffre bilan d'affaires et de et chiffre de bilan. d'affaires. Ah oui, ok. Et justement, tu peux expliquer un peu c'est quoi vraiment l'activité et les 2 boîtes, qu'est-ce qu'elles font ? Ouais, donc il y a Airsoft Entrepôt qui vend du matériel d'airsoft en ligne. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Bah du coup, elle achète du matériel d'airsoft, elle le stocke, et puis après, elle a un site de e-commerce qui gère l'envoi des commandes. Ça, c'est la première boîte. Ouais, donc ça, c'est la première boîte. Et l'autre boîte, elle s'appelle Flux Tendu et elle gère, du coup, bah, c'est elle qui réceptionne le stock et qui gère la création des colis et qui l'envoie au transporteur pour que ça arrive aux clients. Et elle a d'autres clients et elle a pour ambition d'en avoir d'autres pour se diversifier un petit peu. Et toi, tu arrives donc dans cette boîte-là. C'était quoi tes missions ? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as revu les process ? Est-ce que tu as changé de logiciel ? Ah oui. Alors, quand je suis arrivée, la compta a été faite par un expert comptable une fois par an, à distance. Donc, le logiciel de compta, c'était eux qui le géraient et c'était transmission par boîte de Google Drive de documents, quoi. Donc, pareil, au mois de juin. Vous n'aviez pas de vue sur la compta, vous, du coup ? Ou vous n'aviez pas d'accès tu savais, enfin, à part à la fin de l'année, tu savais pas ce qu'il y avait dedans, quoi. Ouais, non. Non, il recevait son bilan une fois par an et puis voilà. Surprise. Ouais. Donc ça marchait depuis 10 ans, depuis la création de l'entreprise. Et donc là, l'idée, c'était un peu de reprendre la main sur le sujet. Et donc pareil, dans la réflexion du mois de juin, c'était aussi donc quelle est notre organisation en termes de partenaires, CAC, expert comptable, mais aussi quel type de logiciel utiliser et quelle est l'organisation, quoi, le process. Donc j'ai regardé différents logiciels et donc comme beaucoup de gens actuellement, j'ai choisi Pennylane. Voilà, et du coup j'ai récupéré les FEC en fait de l'expert comptable et je les ai mis dedans, quoi. J'avais rien d'autre. Sur c'était quoi les critères que tu as regardés pour choisir le logiciel, est-ce que c'était, je sais pas, d'abord une histoire de budget ou de, je sais pas, de techno, de fonctionnalité, C'était une digitalisation. Histoire de... Ouais, alors digitalisation, Inch'Allah, on sera tous digitalisés quand même. Autrement, c'était une question de fluidité du logiciel. Et un petit peu aussi d'ambition du logiciel, je dirais. Moi, j'avais l'impression, quand j'allais chez des clients qui avaient d'autres, en expertise comptable, même en audit, quand j'allais chez des clients qui avaient d'autres logiciels, un peu la discussion entre comptables, c'est de toute façon, ce logiciel-là, il est bien, mais bon, il y a ça qui marche pas, mais bon, dans un logiciel comptable, il y a toujours un truc qui marche pas. Moi, je trouvais ça un peu dommage comme réflexion, et j'ai l'impression que Pennylane a une ambition d'améliorer à chaque fois ce qu'ils sont en train de faire, et d'ailleurs, ça se voit, et d'ailleurs, ils communiquent pas à chaque fois qu'ils ont amélioré un truc, mais quand tu vas sur le logiciel, tu vois bien qu'il y a des choses qui ont bougé parce qu'ils ont amélioré le truc. Et ça, c'est chouette. Donc, par exemple, quand tu me parlais de facture électronique, vaste sujet que je m'en fiche, mais je me fais pas trop d'illusions sur le fait que, oui, je pense que Pennylane va trouver la solution, ils n'ont pas forcément communiqué sur le sujet, mais bon, ce sera fait, quoi. Ouais. Et après, tu parlais dans certains logiciels, t'as pas de compta, t'as pas forcément toutes les fonctionnalités. Par exemple, je pense que la gestion des stocks, tu peux pas la faire sur Pennylane, en tout cas pour le moment, parce que c'est plutôt un sujet, on va dire métier en fonction des entreprises. Je pense qu'il peut y avoir des spécificités. Donc, comment vous faites Ouais.
Alors, pour la gestion des stocks, j'avoue qu'en fait, moi, j'avais jamais eu de dossier en audit. Enfin, si, en audit, oui, mais en expertise qui avait des stocks. Donc, j'y connaissais pas trop sur grosses comment boîtes, quoi. Ouais, je savais pas trop comment ça se fait, comment font les autres pour gérer les stocks, quoi. Donc, quand je suis arrivée, il y avait pas de process. Il y avait un logiciel de gestion qui, en fait, là, ils sont passés à un nouveau logiciel qui est développé par le groupe. Et, en fait, les fonctionnalités. Donc là, pour le coup, il est d'abord très axé métier. Et en ce moment, j'essaye de développer, enfin d'expliquer quelles pourraient être les fonctionnalités utiles pour le comptable, quoi. Tes missions, donc tu fais, enfin on va dire que tu es DAF et tu fais de la saisie entre guillemets. Ça peut être, en fait, en fonction des boîtes, le titre de DAF peut vouloir dire plein de choses différentes parce que si tu as des équipes en dessous de toi, etc., ça va pas forcément être les mêmes missions. Toi, c'est quoi tes missions aujourd'hui? Oui, bah c'est là où la définition de DAF, je crois que théoriquement DAF, quand il y a directeur, il y a une notion de management que j'ai pas. Donc bon, on pourrait dire que je suis RAF, marche aussi, mais ça change pas. Enfin, disons que je suis comptable. Tu peux être RAF avec des, enfin en fait tout dépend de. Voilà. Bon, bref. Bon, effectivement, je n'ai pas d'équipe, je suis toute seule, et du coup c'est moi qui fais la saisie de A à Z. Et en fait, quand la saisie est bien organisée, pour moi, c'est intéressant que ce soit en tout cas, bon, DAF, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, à mon rôle actuel, je trouve ça intéressant que je fasse la saisie, plutôt que d'aller vérifier comment est faite la saisie. Parce qu'en fait, une saisie qui est mal faite, c'est beaucoup plus relou à gérer que de faire une saisie, en fait. Et moi, je trouve ça sympa, j'aime bien voir je trouve que par exemple, pour se dire, ah bah merde, on a payé 2 fois le prix de cette facture par rapport au mois précédent, ça se voit beaucoup plus en faisant la saisie qu'en faisant des contrôles derrière quelqu'un qui ferait quelque chose, enfin. Voilà, donc bon, ça marche. Cette théorie de quand le process est bien fait, ça marche pour tous les aspects de ma compta actuelle, sauf pour la gestion des stocks, où là, c'est quand même un peu fastidieux, mais c'est en voie d'amélioration. Et tu fais pas que de la saisie? Et non, je suis loin de faire que de la saisie, je fais tout, du coup. Je vais jusqu'à l'alias. J'ai fait ma première alias cette année toute seule. Voilà. Oui, parce qu'on peut, même si quand on est dans le monde de l'expertise comptable, du coup, on voit plus des boîtes qui externalisent cette partie, mais en soi, quand tu es en entreprise, tu peux... le comptable / le DAF / peut faire ses comptes. C'est juste que tu me disais qu'il y a une case à cocher ou un truc pour dire que c'est pas fait par un expert comptable, c'est ça? Ouais, c'est si t'as fait le truc conformité fiscale, là, tu peux dire que tu l'as fait. Fiscale, voilà, je sais pas trop en quoi ça consiste, mais tu peux cocher ça. J'imagine que ça diminue le nombre de contrôles fiscaux sur l'entreprise. Si tu renseignes que c'est fait par un cabinet d'expertise comptable, pareil, je pense que c'est le même effet. Et autrement, si t'es pas ça, tu dis qui tu es et c'est tout. En l'occurrence, moi j'ai mis que j'étais comptable, on m'a pas demandé si j'avais le DEC, donc le fait d'avoir le DEC pour ce cas-là, ça ne modifie rien a priori. Et donc j'ai le droit de faire ça parce que en tant que salarié de l'entreprise, c'est mon patron qui me délègue sa possibilité d'éditer sa propre liasse. Justement, en parlant du DEC, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager ou pas du tout? Parce qu'au final, j'ai pas l'impression que, en tout cas dans ta pratique quotidienne, c'est pas forcément un manque au final. Ouais. J'y ai pensé à un moment chez Mazars. En fait, le problème, c'est que j'ai même pas le DSCG, quoi. Donc, t'as un master, mais du coup, tu dois avoir des équivalences, mais il faudrait que tu te replonges dans le truc. Puis t'as aussi entre guillemets, on va dire, faire 2 ou 3 ans en cabinet. Ce qui peut... Oui, voilà. Bref, il y a assez peu de points qui pourraient rendre le truc fluide. Donc, la flemme. La flemme et pas forcément vraiment et puis en fait moi là je vais jusqu'à l'alias, mais c'est pas mon plaisir, quoi. Moi mon plaisir, c'est d'essayer de rendre le process fluide. C'est ça que je trouve intéressant dans mon métier. Calculer ma CVAE, ça me passionne pas, quoi. Donc en fait, à la limite, s'il y avait un expert comptable qui faisait ce genre de truc pour Airsoft Entrepôt, ça me plairait pas plus mal, quoi. C'est juste qu'il faut le payer, donc du coup je le paye pas, je le fais moi-même, mais voilà. Donc comme quoi, comme on n'est pas forcément obligé d'avoir le DEC pour être en entreprise. Après il y en a qui l'ont aussi, mais je pense que le DEC c'est aussi souvent pour être expert comptable, voir plein de boîtes différentes. Et si toi, t'es dans une seule et même boîte, ça t'intéresse pas forcément de savoir toutes les réglementations, les trucs pour... je pense que ça m'aurait intéressé de faire ces études-là. Peut-être ça m'aurait intéressé, mais j'ai déjà assez de travail maintenant et j'ai pas envie de... Enfin, voilà, c'est pas une perspective que j'ai envie d'avoir, quoi. Au niveau du contexte économique actuel, où il y a pas mal d'inflation, de taux de change qui évoluent, parce que je crois que vous avez pas mal de...
relations, que ce soit partenaire, fournisseur ou client avec d'autres pays que la France. Comment c'est géré ça en interne? Est-ce que vous faites un suivi de trésor? Comment ça se passe? Alors, en fait, la devise est inclue dans le budget achat. Donc, en fait, c'est plutôt l'acheteur qui gère ce problème-là. Et donc, c'est considéré comme une augmentation du coût de nos marchandises, quoi. C'est la manière, en termes de gestion, de gestion interne, c'est comme ça que c'est vu. Et donc, après, moi, je suis plutôt dans le contrôle a posteriori de voir effectivement quel a été l'impact. Mais moi, personnellement, en tout cas, actuellement, je dis pas que c'est le meilleur des process actuellement, mais ça ne me concerne pas dans mon quotidien. Vous faites pas vous envisagez pas de faire genre des couvertures de change ou ce genre de choses? Ouais, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les banques là-dessus, et en fait, la conclusion qui, je pense, est la bonne, mais je serais intéressée que quelqu'un me dise que c'est pas bon, c'est qu'en fait, souvent les banques nous disent vous faites de la couverture, c'est hyper important parce que en fait, à partir du moment où vous faites votre commande chez le fournisseur, votre prix est fixé de vente. Et dans ce cas, il vaut mieux vous couvrir parce qu'en fait, si votre truc il prend 10% parce que la devise a pris 10%, vous êtes couvert et du coup, vous pouvez maintenir votre prix de vente que vous aviez pré-négocié à l'avance. Mais en fait, nous, on fonctionne pas comme ça. Nous, on achète chez nos fournisseurs. Et en fait, c'est au moment où la marchandise arrive dans notre entrepôt qu'on recalcule le prix de vente en fonction du coût final que toute cette commande nous a généré. Donc en fait, vous n'avez pas un prix de vente fixe. Voilà. Et où ça réduirait votre marge, oui. Vous vous adaptez au coût d'achat. C'est ça. Donc en fait, ça vous impacte pas. Oui, du coup le truc est direct. Ça impacte le client, mais le client final. Ouais. De ce que j'ai compris, en fait, la couverture, elle permet de temporiser l'impact de la devise. Mais nous, on n'a pas besoin de la temporiser parce qu'en fait, on impacte le prix de vente au moment où le truc rentre dans notre entrepôt et où il est mis en ligne sur le site. Donc voilà. Conclusion, a priori, pas besoin de couverture. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier du coup? C'est les process. Mettre en place les process. C'est une bonne question. J'aime bien le côté plein de petites tâches à faire et pouvoir changer de tâche. Pas faire toujours la même chose. Pas faire toujours la même chose et avoir aussi des tâches qui peuvent nécessiter de la réflexion et des tâches qui sont un peu plus automatiques mais qui ont quand même du sens que ce soit fait par moi. Typiquement la saisie. En fait, j'aurais pas la saisie et je ferais que des trucs hyper intellectuels, réfléchir moi, je suis contente de. Ouais, c'est sympa de temps en temps, mais toute la semaine, non, quoi. Surtout que moi, je suis pas dans un cabinet où il y a des process où je peux aller demander à Bidule de m'aider sur tel sujet. Enfin, en fait, si je creuse un sujet, je le creuse toute seule. Donc, j'ai pas envie de creuser des sujets hyper denses H24, quoi. Et puis, des fois, ça peut être bien aussi, en fonction du mood dans lequel on est, de se dire, je pose mon cerveau et vas-y, aujourd'hui, je vais faire de la saisie, je suis pas très motivée. Ah oui, c'est clair. Et quand même de se dire, que j'ai quand même travaillé, quoi. C'est quand même pas mal, ouais. Et c'est quoi les choses que tu aimes le moins? Et les choses que j'aime le moins, les liasses. Pour le moment, après. Pour l'instant, elle a été acceptée, donc je peux pas dire. Est-ce que t'es fière de ton parcours? Est-ce que je suis fière de mon parcours? Non, je dirais pas fière de mon parcours. Est-ce que je suis contente? Bon, je sais pas. En fait, oui, parce que du coup, dans tes questions prochaines, il y a aussi quel conseil je donnerais à Thaïs qui a 20 ans. Et en fait, j'ai pas beaucoup de conseils à lui donner parce que je pense que j'ai saisi les opportunités qui se présentaient à moi en les saisissant bien et pour de bonnes raisons au moment où j'ai fait ces choix-là. Donc, je trouve ça bien. Je me suis pas. En fait, ce que je trouve intéressant, oui, typiquement, je pourrais avoir de gros regrets de pas avoir eu une meilleure école de commerce, par exemple. Parce que si j'avais travaillé plus, mais en fait, au moment où j'ai pas travaillé plus, c'est parce que j'avais pas envie de travailler plus. Donc je vais pas me dire que j'aurais pu avoir plus. J'ai fait comme je voulais au moment où je l'ai fait. Je me suis pas forcée à faire quelque chose. Je pense que ça c'est quand même pas mal. Et au niveau de ton équilibre vie pro, vie perso, comment tu gères? Parce qu'on a un peu l'idée que quand t'es en cabinet, tu bosses beaucoup. Je sais pas si ça peut être vrai aussi en entreprise parce que si t'es toute seule ou... Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes de débordement du travail sur ma vie personnelle. Enfin, mis à part quand je suis saoulée par le travail et du coup, je rentre du travail énervée, mais ça, c'est peu importe. Ça, c'est le travail, comme tout le monde, ça change rien. Mais en termes de taux horaire, enfin de temps, d'heures passées, quoi, ça allait. J'ai pas beaucoup travaillé le week-end, quoi. J'ai dû travailler trois fois le week-end dans ma vie. C'est quand même pas beaucoup pour un truc en audit et en expertise comptable.
Et donc aujourd'hui, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, par exemple, actuellement, j'ai quand même pas mal de travail, surtout avec le mois de mai, avec tous les ponts. Là. En plus, je pars en vacances la semaine prochaine, donc ça, c'est mon problème. Donc il y a une gestion du temps. Effectivement, il y a quand même pas mal de tâches à réaliser dans un laps de temps qui est déterminé. Et c'est pas forcément hyper simple, mais ça va, quoi. Enfin, franchement, j'ai de la chance. Je peux faire du télétravail comme je veux. Voilà, les congés, j'ai pas de contraintes pour les poser. On va pas me dire ah bah non. Enfin, je suis toute seule en fait, donc. T'as une mini période fiscale quand même. Enfin, entre guillemets, où tu dois sortir les. Bah là, du coup, j'ai les commissaires aux comptes qui sont passés. Et donc effectivement quand même du coup je comprends, je me mets dans la peau du client du coup qui était en audit avant, où j'étais là mais ça va, on te demande juste des docs qui ont déjà été préparés. Oui, mais en fait c'est pas si simple que ça. Donc voilà, ça me fait un peu plus de travail, mais en fait là je suis encore en train de mettre en place les process, donc je peux pas dire, je suis arrivée au mois de juin, j'ai choisi mon logiciel, je peux dire que ma compta était à peu près à jour au mois d'octobre, ensuite il y a eu le problème des stocks, pour l'instant, j'ai pas de cycle, donc je peux pas identifier de période qui serait normalement, si tout allait bien, une période un peu plus chargée qu'une autre. Est-ce que tu as des projets futurs, que ce soit pro ou perso, je sais pas, est-ce que tu vas faire le tour d'Europe quand même, ou est-ce que c'est toujours dans tes projets, ou t'as laissé tomber? Oui, j'ai plutôt laissé tomber le tour d'Europe, parce que du coup, mon compagnon du coup a un travail fixe, donc c'est pas possible, et puis j'en ai plus spécialement envie finalement. Mais en revanche, on va peut-être on va déménager à Paris. Mais du coup, comme à la base, ce travail-là était censé pouvoir se faire en télétravail, normalement, ça devrait bien se passer. Et puis, c'est qu'à 1h30 de Rennes, Paris, donc ça devrait bien se passer, ouais. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou pas? Mis à part penser aux résolutions du 1er janvier que je peux me faire de temps en temps, de faire plus de sport. Pourquoi tu le fais pas? Pas une question. Parce que tu faisais beaucoup de sport quand t'étais au lycée, ouais, je pouvais être. Non, j'ai jamais fait beaucoup de sport, mais le sport est quelque chose que j'aime bien. Je sais pas. Je pense qu'il faudrait un peu comme le truc du panier d'AMAP là, c'est le jour où on s'inscrit, bah du coup on est content, on n'arrête pas, mais je me suis pas encore inscrite et je me suis toujours le truc. J'ai repéré, il y a pas mal de salles de sport, des trucs de badminton et tout, il y a vraiment pas mal d'opportunités, mais je ne les saisis pas pour le coup. Ok, ça marche. Bah écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup Thaïs. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.